Salut les pirates, j'espère que tout se passe à merveille pour vous, moi en tout cas, tout va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour traiter des infos officielles, celle du SBS 106. Alors, le SBS était déjà sorti depuis un bon moment, mais on n'avait pas pu le couvrir à l'époque. Du coup, étant donné qu'il révèle des choses importantes sur la marine et notamment sur Sentomaru, dont on a eu le flashback récemment, je me suis dit que ce serait une bonne idée de traiter cette info, étant donné que beaucoup de détails supplémentaires sur ce personnage sont non seulement disponibles dans ce SBS, mais on a aussi le droit à des informations importantes sur la marine, dont le type de justice de chaque amiral. Mais en plus, le SBS comporte aussi des infos sur l'eau, Shanks, S-Snake, le CP9 et les agents masqués du CP0. Donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Du coup, on va traiter tout ça jusqu'à la fin, alors restez avec nous. En attendant, mettez un j'aime pour nous soutenir, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, déjà la cover du SBS, qui est très belle vraiment. On peut y voir les Mugiwara sur l'île future et avec leurs vêtements d'Egged bien sûr. C'est une image qui donne une belle perspective du paysage de l'île aussi, parce qu'on l'a pas vraiment vu en couleur à part dans cette cover. Donc ça c'est cool. Passons aux infos maintenant, parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Alors, je pense que pour faciliter les choses, on va d'abord parler des infos qui ne concernent pas la marine et le gouvernement. Donc déjà, parlons de celles qui concernent les pirates, et on va commencer par Shanks le Roux et Ben Beckman. Un des fans a demandé à Oda qui entre Shanks et Beckman plaisait le plus aux femmes. C'est une question pertinente, ils sont deux beaux gosses, et donc c'est légitime de se poser cette question quand même. Et l'auteur a répondu que naturellement, Shanks est plus populaire avec les femmes. Et c'est normal, après tout, c'est un empereur, il est connu, etc. Mais l'auteur précise tout de même que Beckman flirte plus que Shanks, parce qu'il est tout simplement plus intéressé par les femmes que lui. Bah oui, on le devine, Beckman c'est un peu le Rayleigh de Shanks, et Rayleigh aime les femmes aussi. Et tout comme Roger, bah Shanks lui, il a les yeux rivés sur le One Piece. Aussi, vu qu'on parle compétition, le SBS nous informe également de l'ordre des meilleurs buveurs chez les chapeaux de paille. Jinbei en numéro 1, Zoro en deuxième position, Nami en troisième, suivi de Franky, Sanji, Robin, Brook, Usopp, Luffy et enfin Chopper. Quoique, l'auteur précise que ce classement pourrait tout simplement refléter ceux qui aiment le plus boire, vu qu'en soi, il existe une différence significative entre aimer boire et supporter la buvette. Je tiens à dire aussi qu'il ne faut pas se laisser berner par la victoire de Nami dans le concours à Whiskey Peak, étant donné que Zoro a faim de s'évanouir pour pouvoir combattre les chasseurs de primes à lui tout seul plus tard dans cette même soirée. Dans ce SBS, l'éveil du fruit de Trafalgar Law nous est aussi expliqué ainsi que ses capacités. En bref, on sait déjà que le Room est un pouvoir qui lui permet de créer une chambre opératoire où il est libre de ses actions. Mais le K-Room, une nouvelle technique fournie par son éveil, permet de créer une chambre opératoire autour de sa lame, expliquant pourquoi il est libre d'étirer son couteau comme bon lui semble et même de créer une onde de choc à partir de ce dernier. D'ailleurs, l'attaque est appelée K-Room parce que le K représente le mot knife en anglais, qui veut dire couteau. Le Re-Room, quant à lui, tient son nom du R de remote, qui veut dire quelque chose à distance ou quelque chose contrôlé à distance. Et comme son nom l'indique, la technique permet à l'eau de contrôler sa chambre d'opération à distance. Avant l'éveil de son fruit, il en était incapable et devait rester à l'intérieur de sa chambre d'opération, ce qui explique pourquoi il ne s'est servi de cette technique que récemment contre Big Mom et pas à Dressrosa contre Doflamingo. Quand on y pense, quel fruit cheaté quand même. Aussi, c'est bon, plus besoin d'appeler la marine, les réactions d'Usopp et Franky au pouvoir Death-Snake nous sont expliquées. Les pouvoirs de cette dernière affectent en fait ceux qui la trouvent mignonne et qui baissent leur garde face à elle. Ce n'est pas comme boire en coque où c'est de l'attirance ou des pensées déplacées. Après tout, l'impératrice elle-même nous l'a expliqué dans le chapitre 1059, les effets du fruit de la passion se basent sur la beauté propre à son utilisateur.
et donc a ses particularités. À ce sens, la beauté de Bois Hancock, elle, est plus sensuelle et celle d'Snake est plus mignonne. Et donc, à travers le fruit de la passion, leurs deux types de beauté, même si différents, figent ceux qui baissent leur garde face à elle et les transforment en pierre. Oda rajoute aussi une blague, mais si je la mentionne, je risque la démonétisation, donc on va éviter ça. C'est aussi confirmé, tous les anciens membres du CP9 font aujourd'hui partie du CP0. On les a vus dans le film Red, donc on ne devrait pas être étonné en soi. Par contre, on a une petite info supplémentaire les concernant. Les individus masqués sont une section à part dans le Cypher Pole, ou plutôt, tous ceux qui ont un masque dans le Cypher Pole 0 sont appelés les assassins masqués, et il leur est confié des missions spéciales. Par exemple, tous ceux présents sur Egghead font partie de cette unité, donc Lucci, Kaku et Stussy. Je pense aussi qu'on peut assumer que ce titre est donné aux plus puissants du CP0 ou alors à ceux qui possèdent un talent particulier pour l'assassinat. Ça reste cependant à voir. Maintenant, parlons de la marine. Déjà pour commencer, les ballons vus au chapitre 1061 à la base du G14 sont en fait des ballons faits par les enfants qu'on a sauvés à Punk Hazard. C'est dans cette base qu'ils sont gardés pour que leurs médicaments leur soient administrés et comme le G14 n'est pas la base la plus amicale, pour permettre aux enfants de se sentir plus à l'aise, le vice-amiral Dole a eu l'idée d'accrocher ces ballons-là pour justement rendre l'endroit plus jovial pour les enfants. Vice-amiral qui a d'ailleurs fait une apparition dans le chapitre 1091. En parlant de ce chapitre, on en vient enfin à la section sur Sentomaru. Dans le SBS 106, l'auteur révèle des informations sur la rencontre entre ce dernier et Vegapunk, avec des détails qui viendront compléter ceux du chapitre 1091, dont ma review est sortie récemment, vous avez le lien en description. Voilà comment l'auteur nous décrit la situation. Les marines ont reçu un rapport disant que des ours sauvages attaquaient des villages sur une certaine île, et Vegapunk les a accompagnés pour mettre en place un système de lutte contre ces ours-là. Dans le chapitre 1091, on a aussi appris que ce dernier était accompagné par Kizaru. Lorsque les marines enquêtaient sur la montagne où les ours se trouvaient, ils sont tombés sur un jeune garçon qui les avait tous vaincus jusqu'au dernier grâce à ses capacités au sumo. Après ce combat, il est d'ailleurs devenu le chef de la montagne. On devine bien sûr que ce jeune garçon, c'était Sentomaru. Il avait été abandonné par les villageois à cause de ses comportements qui étaient apparemment violents dès son jeune âge, et c'est justement la force de ce jeune garçon qui n'est pas retourné à son village natal et qui avait constamment faim qui a suscité l'intérêt de Vegapunk qu'il a ensuite engagé comme garde du corps. Et autant dire que si on se base sur les événements récents du manga, il a bien rempli son taf. Voilà donc l'histoire de la rencontre entre Vegapunk et Sentomaru. Et pour finir maintenant, on va parler des révélations concernant les types de justice de chaque amiral. Commençons d'abord par ceux de la première génération, c'est-à-dire Kizaru, Aokiji et Akainu. Déjà, parlons du type de justice le plus problématique selon moi, et c'est celui de Kizaru. Sa justice nous est décrite comme une forme de justice non claire, ou plutôt non définie, voulant dire que son type de justice est totalement imprévisible. Et je pense que ça va bien avec le style de Kizaru et sa nonchalance. Également, son titre de singe jaune est assez bien vu, sachant que les singes sont des animaux plutôt imprévisibles et très joueurs. Espérons donc que le clash sur Egghead nous apporte plus de réponses sur les motivations de ce personnage. Ensuite, on passe à Aokiji, qui avant portait une justice brûlante, probablement de passion, comme on l'a vu dans son flashback avec Garp. Mais par la suite, cette forme de justice s'est transformée en justice paresseuse, ou plutôt à la cool. On peut facilement imaginer qu'assister aux actions un peu trop brûlantes d'Akainu, comme à Ohara, est probablement ce qui l'a refroidi et l'a poussé à se remettre en question et à prendre un peu de recul sur son concept de la justice. Par contre, il faut dire qu'on doit s'interroger sur sa justice présente. On sait qu'il a rejoint Barbe Noire, même s'il a sûrement un plan en tête. J'espère que l'auteur nous aidera bientôt à en voir plus clair sur les véritables intentions d'Aokiji, parce qu'aucun d'entre nous ne peut croire que ce dernier s'est vraiment allié à quelqu'un comme Barbe Noire. On sait tous que c'était un modèle lorsqu'il était dans la marine et qu'il aurait plus mérité d'être le symbole de la justice qu'Akainu, qui lui, hélas, représente bien plus les valeurs du gouvernement mondial. Et comme on parle du loup, on passe au troisième amiral de la première génération et maintenant amiral en chef, Sakazuki Akainu. Sa justice est décrite comme complète, mais le mot anglais utilisé est plus à prendre comme qui va jusqu'au bout, voulant dire que l'amiral en chef est persistant, inarrêtable et ne recule devant rien pour accomplir sa mission, et aussi sa forme de justice. Je pense qu'on peut clairement voir ça, non seulement à Ohara,
lorsqu'il tue des civils sur un navire pour s'assurer qu'aucun archéologue ne puisse échapper, mais aussi à Marineford. Je rappelle qu'il a tué un marine qui avait peur de combattre, et le gars, même après avoir tué Ace et après la mort de Barbe Blanche, il a voulu aller jusqu'au bout et tuer tous les pirates. Si ce n'était pas pour les paroles de Kobe, qui a failli aussi être tué par ce dernier au passage, et l'intervention de Shanks, la marine aurait probablement défait tout le monde sur place, et avec Akainu à leur tête, ça aurait été vraiment difficile de les arrêter. Clairement, pour moi, l'amiral le plus dangereux. Mais attendons qu'il recroise la route de Luffy pour voir si sa détermination est vraiment aussi forte que ça. Et maintenant, pour terminer, les nouveaux venus de la marine. On commence donc par le GOAT Fujitora. Sa justice, elle nous est décrite comme humaine ou humanitaire, voulant dire qu'il met en priorité la vie des civils et leur bien-être. On se rappelle de l'arc Dressrosa et de la manière dont il s'est agenouillé face au roi Riku, et dont il a présenté justement ses excuses aux citoyens du royaume. Il est aussi celui à avoir proposé la dissolution des corsaires et est personnellement, depuis le départ de Kuzan de la marine, mon amiral préféré. Et pour finir, le fanboy d'Akainu, celui qui a dansé devant Shanks, le plus détesté des amiraux et apologiste de la discrimination, l'amiral Ryukugyu, le taureau vert. Sa justice à lui est décrite comme mortelle. Rien d'étonnant, étant donné qu'Awano, il a exprimé clairement son désir de tuer tous ceux qui s'opposeraient à lui sous le prétexte qu'ils ne soient pas affiliés au gouvernement mondial et que donc les tuer était autorisé. On voit alors clairement qu'une justice mortelle, ça lui va bien. Mais bon, sur Wano, il aurait dû remercier Shanks quand même, parce qu'avec tout le monde qui était sur place, il serait probablement celui qui serait mort. D'ailleurs, le concernant, l'auteur va aussi rajouter un détail important, en disant de son tatouage qu'il veut dire double suicide de la rivière morte, ou Shikawa Shinju. Le terme Shinju en japonais veut dire suicide amoureux, et l'auteur précise que le choix qu'Aramaki a fait de se tatouer ça pourrait vouloir en dire plus sur lui ou sur ce qu'il aurait traversé. Donc, si vous avez des théories intéressantes sur le sujet, mentionnez-les en commentaire pour nous. Il faut quand même préciser que je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas eu les types de justice de persos comme Garp et Sengoku. Ils sont deux membres importants de la génération précédente aux côtés de Roger et Barbe Blanche. Connaître leur type de justice, ça nous aurait permis d'en savoir plus sur eux et peut-être d'expliquer certains des choix qu'ils ont faits par le passé. En tout cas, j'espère qu'on en saura bientôt plus sur ces derniers, surtout sur Monkey D. Garp qui est un personnage important et iconique de l'histoire de One Piece. Donc voilà, on a fait le tour des informations importantes de ce SBS. Je le trouvais plutôt intéressant, j'ai surtout aimé la clarification sur le type de justice des amiraux et aussi sur l'histoire de Sentomaru. Dites-moi ce que vous en pensez, quel est votre amiral préféré, qui selon vous est le plus stylé entre Beckman et Shanks et quel Mugiwara tient le mieux la bouteille. Mentionnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Du coup, si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, mettez un j'aime, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Portez-vous bien et à bientôt les pirates.